Bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez un bon repas. Félicitations aux Freightenines pour le repas qu'on va faire aujourd'hui. Alors, si vous joignez à nous cet après-midi, c'est temps de vous rappeler de quelques points. Alors, ici, vous pouvez regarder la présentation dans la langue de votre choix, puisqu'il y a de l'interprétation simultanée. Vous pouvez poser des questions à tous les présentateurs aujourd'hui en utilisant le fait chat du côté droit de votre écran. Toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles sur demande jusqu'à mercredi le 27 octobre. La prochaine présentatrice est Elisabeth Dubé. Elisabeth a parlé ce matin comme partie de notre discussion de groupe pour éliminer les mythes. À moins que si vous ratez cela, Elisabeth, c'est la directrice générale de ressourcement pour l'achat. Elisabeth, son équipe partage des services au nom du ministère des districts scolaires. Et l'équipe est également responsable de l'achat pour fin de construction au nom du ministère des Transports et de l'Infrastructure pour le ministère et les régions régionales de la Santé. Elisabeth maintenant est ici pour parler, de répondre aux demandes de proposition ou des demandes de proposition et elle va offrir des astuces et des trucs pour le réussir. Elisabeth, bienvenue et tu as la parole. Merci, Nicole. Je suis vraiment emballé d'être ici aujourd'hui. Et comme Nicole l'a mentionné, ma session aujourd'hui, c'est pour répondre à une demande de proposition et nous espérons pour vous donner des trucs et des astuces pour accroître votre succès avec nos réponses. On va commencer. Alors, l'objectif... Désolé. Bon, voilà. On va reprendre. Alors, l'objectif pour aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux comprendre, premièrement, ce qu'est une demande de proposition, alors ce qu'on appelle un DP, et la structure d'une demande de proposition, à quoi ça ressemble, et ensuite l'évaluation des soumissions contre cette demande de proposition, et ensuite les activités d'évaluation après, ce qui arrive à l'arrière-scène après cela. Alors, on va passer à ce qu'est une DP. Alors, comme l'écran vous le démontre, une demande de proposition sollicite des propositions par l'entremise d'un appel d'offres concurrentiel à l'initiative d'une entité, dans ce cas-ci, le gouvernement, qui souhaite acquérir des biens ou des services dans le respect des lois et des accords commerciaux en vigueur. Une demande de proposition est plus souvent utilisée pour les biens et les services évalués à la lumière de plusieurs critères autres que le prix. Alors, nous recherchons des mesures qualitatives dans l'évaluation. Et ça permet à l'évaluation d'encore plus de critères qualitatifs en fonction de la complexité des biens et ça devrait s'aligner avec la complexité des biens ou des services visés par l'acquisition. Alors, si on peut se plonger un peu plus du genre de demande de proposition qui existe. Le premier que je vais vous démontrer ce sujet des contrats A et B, pour ceux qui avaient répondu aux demandes de proposition depuis un certain temps, ça, ce serait la première legs, si vous voulez, de demande de proposition qui est sur le marché. C'est considéré légalement contraignant des deux parties, juridiquement contraignant. Alors, l'entité qui émet ainsi que le fournisseur ont une obligation juridique d'avoir une offre et de répondre. Il y a peu ou pas de flexibilité dans ce qui concerne les exigences et il est impossible de peaufiner la demande ni la soumission à cette sollicitation. Et le prochain, ce qu'on considère un BAFO ou MOF, négociation simultanée. Ce genre, on les appelle MOF. C'est une meilleure offre possible, cette méthode. Alors, en contraste au contrat AB, ce n'est pas juridiquement contraignant et ça exige ou ça permet une liste restreinte de soumissionnaires qualifiés et ça permet la possibilité de peaufiner les exigences. Alors, comme entité qui émet, moi, je pourrais publier une deuxième répétition d'une demande de proposition pour peaufiner ce que j'ai émis au tout début comme étant mes exigences. Et ça permet également à un fournisseur de peaufiner leur réaction en ce qui a trait au raffinement, au peaufinement que nous apportons dans la vie d'émission.
il y a une occasion de dialoguer ouvertement pendant les négociations simultanées. Et ça, c'est un ajout assez intéressant à l'expérience d'achat. Ceci, ça permet à l'entité qui émet et les fournisseurs d'entrer dans une salle et de parler. Imaginez-vous, parler des demandes de propositions qui ont été envoyées et parler de la soumission qui a été proposée et de poser des questions afin de comprendre un peu mieux et il est espéré d'établir les deux parties pour avoir un résultat final encore plus fort. Alors, les fournisseurs figurant sur la liste restreinte de l'étape de négociation simultanée exigerait soumettre une nouvelle réponse aux fins d'évaluation après les négociations simultanées et suite à cela, cette dernière peaufinement au document, elle sera évaluée de nouveau et le soumissionnaire sera ensuite sélectionné de cette activité. Notre prochaine méthode, ce que nous appelons dans l'industrie, c'est classer et passer au suivant, ou négociation consécutive. Alors, avec celle-ci, de nouveau, ce n'est pas juridiquement contraignant. Vous pouvez négocier avec le soumissionnaire classé au premier rang et ça permet l'occasion de mettre fin aux négociations et de passer aux prochaines composantes. Le plus haut soumissionnaire, ces négociations ne réussissent pas. Alors, je préciserai ou expliquerai un peu plus que classer et passer au suivant et et le MOF ne sont pas juridiquement contraignants. Vous allez négocier avec le proposant principal et vous avez tous les deux capacité de cesser les négociations n'importe quel moment. La différence avec le classé et passer au suivant, c'est que vous n'avez pas la phase du dialogue et en général, vous n'avez pas de peaufinement lors du processus. Alors, essentiellement, voilà les trois genres de demandes de proposition ou de style que nous utilisons. Maintenant, si on peut parler un peu de la loi pour cette partie de la présentation, j'essaie de la rendre en balance, intéressant. La loi sur la passation des marchés publics au Nouveau-Brunswick, essentiellement, c'est la loi et ses règlements pertinents que nous devons nous conformer et c'est le règlement 24.5 de 93 lorsque nous sommes une demande de proposition ou toute autre source d'activité pour l'achat. Et les demandes de proposition et les évaluations par la suite des soumissions sont régies et gérées par la division de l'approvisionnement stratégique conformément à la loi. Qui émet des demandes de proposition, qui les publie. Nous avons identifié les 4 parties du gouvernement, mais pour ceux de vous qui n'étaient pas au courant, la partie 1 serait les ministères et les agences. Partie 2, les districts scolaires anglophones et francophones, ainsi que les écoles. La partie 3 sont les régies régionales de la santé, la vitalité et Horizon. Et la partie 4, ce seraient les sociétés d'État. Alors, comme exemple, Énergie Nouveau-Brunswick. Pour faire un peu d'extrapolation sur ce sujet, la division de l'approvisionnement stratégique du service Nouveau-Brunswick a pour mission de lancer tous les appels d'offres et toutes les demandes de propositions au nom des entités gouvernementales parties des parties 1, 2 et 3. Et ce sera pour les biens, les services et la construction. Toutes les demandes de propositions émises par l'achat stratégique, l'approvisionnement stratégique pour le compte d'entités gouvernementales relevant des parties 1, 2 et 3 sont publiées sur le réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick, la RPANB. Et si vous avez participé à une session plus tôt aujourd'hui avec notre panel, nous avons mentionné beaucoup de systèmes RPANB. Alors, si ça vous intéresse de faire affaire avec nous, allez sur le système RPANB, inscrivez-vous afin de pouvoir voir ces occasions. Partie 4, et les municipalités également font la publicité sur le système RPANB. Alors, vous allez avoir accès à cet renseignement également. Alors, si on peut parler maintenant des critères d'évaluation des demandes de proposition. Alors, en outre, le prix, le DP prévoit la notation et l'évaluation de certains nombres de critères qualitatifs. Par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, vous allez voir que j'ai identifié quelques-uns ici,
la méthodologie proposée pour la prestation du service. Alors, c'est là où nous voulons savoir comment vous offrez vos services, comment allez-vous offrir ce que vous proposez. Racontez-nous votre vécu et votre méthodologie. Le vécu d'une compagnie et l'expérience d'une compagnie, lorsque nous engageons d'offrir sur les services pour le gouvernement, nous devons savoir que les compagnies qui offrent ces services pour nous, qu'ils l'ont fait auparavant, qu'ils ont de l'expérience et qu'ils peuvent offrir ces services pour nous. Et des ressources des projets ou l'équipe du projet, ça c'est critique. Alors, encore plus important, je veux savoir qu'en tant que compagnie, qui sont les personnes à qui vous allez nous présenter pour offrir le service? À qui passez-vous cette confiance? Est-ce qu'ils ont de l'expérience? Alors, ça mène aux références de l'équipe de projet. Vous me dites qui ils sont. Maintenant, montrez-moi qu'ils l'ont fait auparavant et qu'ils peuvent affirmer qu'ils l'ont bien fait. Et les références de l'entreprise. Alors, des personnes qui se portent à confusion, pourquoi est-ce que vous demandez des références de l'entreprise et de l'équipe de projet? Quelle est la différence? Alors, les références de l'entreprise, c'est là où nous voulons savoir que la compagnie même ou l'entreprise a eu des risques, a eu l'expérience de donner suite à ces mêmes genres de services par le passé. Alors, ce n'est pas uniquement les gens derrière cela, mais la compagnie également. Et que vous avez été propriétaire de cette responsabilité et que vous avez offert la marchandise. Les démonstrations, les présentations, ceci est la partie intéressante du processus. J'aime vraiment cela. C'est quelque chose qu'on commence à faire, qu'on a commencé à faire de plus en plus. Et c'est là où nous invitons des proposeurs de venir et, si vous voulez, apporter leur proposition, mettre vie à leur proposition. Alors, si on parle en plus de détails dans votre proposition, parlez-nous un peu plus de ce que vous nous avez indiqué. Ça nous permet de poser des questions et d'avoir la rétroaction. Et ensuite, les exigences techniques. Alors, nous pouvons placer une demande de proposition pour des biens où nous devons savoir les points spécifiques de produits donnés et les détails et le mécanisme et la qualité également. Alors, cette liste n'est pas exhaustive ou n'est pas entière, mais il y a encore plus de critères que vous pouvez placer dans votre demande de proposition, mais il s'agit d'un échantillon commun des choses à savoir pour les critères d'évaluation avec le gouvernement. Alors maintenant, on va considérer la structure d'une demande de proposition. Alors, peu importe si vous regardez une demande de proposition de GNB, SNB, si vous regardez d'une autre province, le secteur public, tous les secteurs publics également tentent à couvrir plusieurs des mêmes thèmes dans leur demande de proposition. Vous allez peut-être remarquer des nuances, de changements et peut-être d'autres qui n'ont pas certaines sections, mais principalement, il s'agit de thèmes communs ou des sections communes que vous trouveriez dans une demande de proposition. Là, la première, c'est la petite page de titre et la référence au numéro de DP et la date, le titre. Et c'est un facteur très important, c'est la date de clôture et le temps, bien sûr. Et la modalité générale du processus de passation de marché public. Alors, pour le gouvernement, ceci, ça a tendance à être le juridique. C'est là où, franchement, vous voulez vous concentrer sur ce que nous disons en termes de toute l'information contraignante juridiquement. Des domaines qui pourraient possiblement une possibilité pour négociation. Beaucoup des renseignements qui existent dans les termes et conditions ou les modalités vont former partie du contrat à l'avenir. Et les marches à suivre pour répondre à la demande de proposition. Alors, ça, c'est très, très important. Vous devez lire cette section et de façon complète et entière. Et la marche à suivre pour soumettre des questions. Alors, ceci, c'est souvent oublié. Nous voulons que vous soulevez des questions si quelque chose ne fonctionne, n'est pas clair. C'est une autre section commune. Renseignements sur l'entité acheteuse. Alors, nous voulons que vous appreniez un peu plus au sujet de qui émet cette demande de proposition, quel est le ministère qui vous engage pour offrir un service. Et la portée de l'approvisionnement. Alors, vous entendez des gens qui utilisent la portée de façon libre dans le domaine des demandes de proposition. La portée, c'est que veut-on? Quel problème tentons-nous de solutionner? Qu'est-ce que je devrais faire en tant que proposeur si je signe un contrat? Ça, c'est la portée. Et les exigences techniques et les produits livrables. Alors, de nouveau, nous vous demandons, ça accompagne la portée, c'est qu'allez-vous devoir faire? Qu'est-ce que je devrais livrer? Alors, la portée,
et les exigences techniques et les produits livrables sont utilisés de façon interchangeable. Et ensuite, les critères d'évaluation et les pondérations connexes. C'est vraiment important. Alors, si vous répondez à une demande de proposition, vous voulez regarder cette section pour déterminer où est-ce que je me concentre pour répondre à ceci. Quelle priorité et la pondération qui sera placée sur chacune de ces sections et qui devrait déterminer le genre d'effort que vous y placez dans chacune de ces sections. Alors maintenant, pour répondre à une demande de proposition. Alors, de quoi ai-je besoin pour répondre? Et tout le monde ressent, je crois, je ne devrais pas dire tout le monde, mais plusieurs fournisseurs croient qu'il y a un code Morse pour apprendre comment répondre à une demande de proposition. Et ce n'est pas le cas. Et en effet, je pense que tout simplement en me conformant à certains de ces trucs, des astuces que je vous offre, ça peut vous aider à mieux vous positionner pour pouvoir répondre. Alors, premièrement, et ça peut être tellement facile, mais là où j'ai dit, lisez attentivement la demande de proposition ainsi que tous les éventuels documents connexes. Ça semble assez facile, mais nous voyons très, très souvent que les fournisseurs ne lisent pas un document de façon intégrale et certains critères sont ratés, oubliés. Alors, assurez-vous d'en faire la lecture. La prochaine chose, c'est de poser des questions pour obtenir des précisions. Et ne faites pas d'hypothèses ou de suppositions. J'utilise cela assez souvent aux fournisseurs. Ne faites pas de suppositions. Nous ne pouvons pas supposer que vous comprenez. Nous ne pouvons pas assumer ou présenter que vous avez interprété d'une certaine façon si vous ne l'avez pas dit dans votre réaction. Vous devez poser vos questions pendant que cette demande de proposition est affichée et lors de la période de publication et avant la date de fermeture de la période des questions, afin que vous puissiez vous rassurer que vos réponses soient englobantes et claires. Et également, ça évitera plusieurs aspects difficiles lors des négociations et assez souvent vous empêcher d'avoir à vous éloigner d'un achat. Alors, posez vos questions. Respectez toutes les soumissions relatives à la proposition. Je pense qu'il y a des fournisseurs qui ne comprennent pas les demandes de proposition en entier. Ils ressentent qu'une demande de proposition, il y a certains domaines de matière grise où ils n'ont pas à offrir certaines exigences. Et dans certains cas, vous allez voir, on va noter ou coter, c'est-à-dire il n'a pas identifié comme obligatoire certaines de ces exigences. Si on vous demande de faire quelque chose dans une demande de proposition, également, nous vous demandons de vous conformer à ces demandes de soumission. Alors, écoutez et veuillez l'interpréter comme exigence. Et enfin, le non-respect d'une exigence obligatoire. Alors, ces termes, comme on dit, doit, devra et sera tenu de, ça conduira à un rejet de la proposition. Alors, les proposeurs pensent parfois que nous pouvons changer les exigences. S'ils ont oublié quelque chose, il peut paraître mineur ou pas très sérieux, mais on ne peut pas changer cela, malheureusement, après que la date de clôture de la demande de proposition. Alors, souvenez-vous de surveiller ces points-là. Et ensuite, prenez un peu plus loin, prenez note de tout énoncé de préférence dans les exigences afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, celui-ci, c'est un exemple au sujet de la politique d'approvisionnement du Nouveau-Brunswick d'abord. Et ceci, ça permet aux entités de la partie 1, 2 et 3 du GNB de privilégier les fournisseurs du Nouveau-Brunswick lorsque la valeur estimée d'un marché public est inférieure au plus bas seuil applicable de tout accord commercial pertinent. Lorsqu'il s'agit d'une valeur monétaire moindre, on a la capacité d'appliquer cette préférence. Alors, étudiez cela. Et ça peut qu'on a une déclaration qui dit les points plus élevés sont donnés aux proposeurs qui démontrent X, un tel montant. Et respectez cela, conformez-vous à cela, portez attention. Placez assez de détails dans vos réponses, comme si vous expliquez votre réponse à quelqu'un qui ne connaît pas l'approvisionnement. Même si vous êtes un fournisseur qui a fait affaire avec nous depuis des années et dans différentes capacités, ne supposez pas qu'on connaît votre histoire parce que vous avez offert un service pour nous depuis si longtemps. Et si ça arrive beaucoup, les vendeurs qui, non de leur faute, mais c'est tout simplement assez naturel que de supposer qu'on a fait affaire avec eux depuis longtemps
et qu'on pense connaître la réponse à cela. Je vais juste le garder à quelques petits points et je vais laisser tomber certains points. Si nous demandons que la réponse soit robuste, englobante, s'il vous plaît, faites cela. Et ne faites pas de suppositions, d'hypothèses. Alors, d'autres trucs et astuces, j'aimerais consulter vos courriels et RPANB pour tout avis de modification. Alors, ceci, c'est quelque chose que certains fournisseurs oublient de faire. Ils vont soumettre leur proposition et ensuite vont sentir confiance que c'est terminé, je vais attendre. Il faut toujours surveiller ou envoyer tout avis de modification parce que ces appels d'offres RPANB peuvent être modifiés comme résultat de questions qui ont été soumises. Alors, rassurez-vous de consulter vos courriels. Nous ne voudrions pas que vous oubliiez une révision, une modification importante qui pourrait, en fin de compte, qui pourrait changer le résultat de votre proposition. Et on va voir que j'ai ajouté pour une autre saveur, justement pour faire comprendre mon point de nouveau, ne faites pas de suppositions, posez des questions avant la date limite prévue à cet effet. Assez souvent, des questions, on va répondre à vos questions jusqu'à une certaine date. Alors, en général, vous devez poser vos questions avant ce moment-là. Donnez-vous suffisamment de temps afin de pouvoir répondre à ces questions assez tôt. Typiquement, nous fermons la période de questions environ une semaine avant la clôture de la demande de proposition. J'utilise la demande de proposition parce qu'une demande de proposition, c'est une soumission, un appel de soumission. Alors, nous disons que vous deviez suivre les indications de mise en page et réaliser votre proposition. Alors, vous allez être surpris combien d'erreurs et d'oublis ou de frappes grammaticales que nous voyons dans les propositions. Et c'est censé pour moi lorsque les gens sont pressés pour tenter de placer autant d'informations dans l'échéancier qu'ils ont et que l'on oublie certaines de ces choses. Mais je vous rappellerai que la dernière chose que vous devriez faire avant de soumettre votre proposition, et nous vous demandons de faire ceci parce que ça rend notre vie plus facile, puis relisez votre proposition et faites la mise en page. La proposition sera évaluée exclusivement sur son contenu et j'ai fait allusion à cela auparavant également. Alors, tout sera évalué sur ce que vous avez placé dans votre proposition. Nous ne pouvons pas supposer de nouveau, si vous avez fait affaire avec nous, rassurez-vous que même si nous avons fait cela, vous avez inclus votre pleine histoire dans la proposition. Assurez-vous que votre soumission a bien été transmise à l'adresse indiquée avant la date de clôture. Et assez souvent, les gens vont cliquer « Envoyer » sur leur courriel de leur soumission électronique. Ils vont le soumettre par RPANB. Ils ne vont pas vérifier « Est-ce que j'ai reçu? Est-ce que ça a été envoyé? Est-ce que mon courriel a été accepté? » Alors, vérifiez votre case « Envoyer » pour s'assurer que ça s'est envoyé. Et assurez-vous que c'est à la date et à l'heure, à l'adresse avant la date et l'heure indiquée. Alors, assez souvent, avec les biens et services, pour le partie 1 et 2, ils ferment à 13h30, par exemple. Et ce n'est pas 13h30-02, c'est 13h30-00. Alors, si vous dépassez cela de même une fraction d'une seconde, vous allez être considéré disqualifié. Et c'est pénible de vous disqualifier pour quelque chose d'aussi simple que cela. La loi est très explicite sur ce que nous devons faire dans ces cas. Alors, je vous demande, je vous exige de vous rassurer de l'envoyer à temps. Donnez-vous suffisamment de temps. Et ensuite, le dernier, en rouge, bien en caractère gras, vous pensez peut-être, bon, moi, signer la soumission. Ceci, c'est oublié plus souvent que vous pouvez vous l'imaginer. Et c'est pénible que de voir ceci. Les vendeurs qui placent énormément de temps et de ressources, et ça, c'est de l'argent, des temps et des ressources, dans ces propositions très élaborées, juste pour ne pas les signer. Et j'ai des fournisseurs qui m'ont demandé d'accepter la proposition, peu importe, et on ne peut pas. La loi, de nouveau, est très claire sur ce sujet. Alors, s'il vous plaît, signez la soumission. Je veux vous garantir que si vous parlez à un fournisseur qui a fait ceci, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas oublié une deuxième fois. Alors maintenant, on va parler des méthodes d'évaluation. Alors, on vous a donné des astuces, des trucs en approchant de votre réponse. Alors maintenant, comment peut-on évaluer? Vous évaluez. Alors, il y a deux
méthodes principales d'évaluation qui sont utilisées par l'achat stratégique et l'approvisionnement stratégique à une étape ou à plusieurs étapes. Alors, la méthode d'habitude utilisée par l'approvisionnement stratégique, c'est la demande à une étape. Alors, on va considérer cette méthode en plusieurs étapes, ça peut être composé de plusieurs variations du suivant, par laquelle chaque catégorie représente sa propre étape distincte. Là, vous allez noter que j'utilise certaines de ces mêmes catégories lorsque je parle des différents critères d'évaluation plutôt. Alors, vous allez voir technique, démonstration, présentation, validation de principes, référence et prix. Alors, lorsque nous parlons en plusieurs étapes, assez souvent, ça signifie qu'il y aura une ronde d'élimination à chaque étape ou jonction. Alors, ce que nous tentons de faire essentiellement, c'est d'obtenir autant de proposeurs possibles qui sont qualifiés du côté technique à la fin de toutes les plusieurs étapes. Et ceci, ça peut être basé sur la note la plus élevée, et en général, ça l'est, note sur 100. Alors, ça peut que l'aspect technique a une exigence minimale afin de pouvoir continuer à la prochaine étape. Par conséquent, assez souvent, vous allez voir une utilisation de plusieurs étapes, plus particulièrement sur une phase de présentation où on fait le courte liste de savoir combien de proposants viendraient pour faire une présentation. Et la prochaine, c'est la demande de proposition en une étape. Alors, c'est très semblable à plusieurs étapes, les mêmes critères que vous allez voir. Et la seule chose, c'est que dans ce format-ci, le prix est inclus dans les critères de pondération uniquement sur 100 points et pas souvent avec des rondes d'élimination distinctes, mais vous allez voir parfois une note minimale requise pour certains aspects des critères dans cette catégorie. Et le fournisseur qui cumule le maximum en montant de points disponibles est tel qu'identifié dans les critères d'évaluation de la demande de proposition. Le fournisseur qui cumule le plus de points est le soumissionnaire retenu. Alors, assez souvent, nous avons des questions à savoir comment le prix est évalué. Alors, il est important de se souvenir que toutes les soumissions reçues en termes de prix, ils sont tous évalués par rapport à ce que la moyenne de soumission a été, la plus basse soumission. Et il y a un formulaire que nous offrons afin de pouvoir en arriver à ces points. Alors, si j'ai la moyenne de soumission, j'aurai la quantité de points pour cette section particulière. Alors, l'évaluation des soumissions, juste pour aller un peu plus en détail. Alors, ceci, il y a beaucoup de bons renseignements sur cet écran. Et ce que vous voyez, c'est un échantillon d'évaluation technique. Ceci, c'est placé dans une demande de proposition que nous émettons. Vous allez voir qu'à gauche, il y a les critères. Et cela, c'est cartographié pour toutes les exigences que nous avons demandées dans la demande de proposition. Et ensuite, la pondération que nous assignons à chacun de ces critères. Et ensuite, s'il y a une note minimale. Alors, dans ce cas-ci, si nous pouvons nous concentrer sur l'équipe de projet, vous allez voir que l'équipe de projet a 40 points et nous avons dit que le minimum requis, c'est de 28 points. Alors, moi, je sais que 40 points sur 100, s'il y a beaucoup de pondération placée sur cette section, premièrement, et je dois placer beaucoup d'efforts derrière cette section. Mais également, je dois avoir au moins 28 points à ceci. Alors, si j'ai 27, je ne suis pas accepté. Ensuite, je ne procéderai pas pour être évalué dans la prochaine section. Alors, je veux vraiment me concentrer mon attention pour m'assurer que je remplisse toutes ces sections, mais plus particulièrement pour m'assurer que ces notes minimales requises soient atteintes. Alors, si je prends rapidement, il faut voir qu'il y a deux sections, équipe de projet ainsi que méthodologie et mise en œuvre, qui les deux valent 40 points chaque. Alors, ça m'indiquerait que je dois concentrer une grande partie et la majorité de mon attention sur ces deux sections particulières. Alors, ceci, c'est probablement un bon endroit pour mentionner que lorsque les fournisseurs
approche des soumissions de demande de proposition, assez souvent, ils vont le ventiler afin que différentes personnes s'attaquent à différentes sections. Peut-être qu'il n'y a pas toujours la même personne qui va répondre à la demande de proposition entière. Alors, je porterai votre attention au fait que même si vous avez quelqu'un qui se concentre sur une section à 40 points, il est très, très critique et que cette section également puisse se brancher avec les autres sections et que globalement, vous répondez à toutes les exigences de la demande de proposition. Alors, essentiellement, vous allez voir dans le bas de la feuille que tout le monde va être noté sur 100 et vous devez atteindre la note minimale de 70. Et en réponse à cette demande de proposition, je me penche sur 5 catégories d'exigences. Il y en a 2 qui ont une note minimale de 28 points chacun et je sais qu'en fin de l'exercice d'évaluation, je dois atteindre au moins 70 points en tout. Essentiellement, c'est ainsi que vous allez aborder votre réponse à la soumission. Je recommande à mes fournisseurs, une fois que vous avez passé en revue le tout, et penchez-vous sur la matrice d'évaluation et voir comment est-ce la pondération qu'on va accorder à chaque secteur d'évaluation. Donc, les comités d'évaluation, une fois qu'on a reçu vos soumissions, vos propositions et qu'on a établi la matrice, avant de clore cet appel d'offres et qu'on obtient vos soumissions, on commence à évaluer celles-ci. L'aspect critique, c'est le comité d'évaluation qui s'en charge d'évaluer de telles soumissions. Ce comité est composé de représentants du ministère, des experts du secteur et des parties prenantes du ministère, les intéressés. Et le comité de stratégie est pour une demande qui ne relève pas de nous, l'approvisionnement stratégique. Ce n'est pas nous qui l'émettons. Nous ne sommes pas, on n'évalue pas. Mais si c'est nous qui avions émis à titre de client, nécessitant un bien ou un service, alors on pourrait participer à l'évaluation. Hors de ce cadre, on est là essentiellement pour modérer et gérer le processus d'approvisionnement. C'est dirigé par un spécialiste de la catégorie de notre division. Et ce spécialiste doit avoir au respect de la loi ainsi que toutes les politiques qui se rattachent afin d'offrir un processus transparent et équitable. Suite au processus d'évaluation et l'attribution, on va négocier et attribuer les contrats une fois que l'achat peut être vu par RRP, peut être passé en revue par le client. La durée écoulée entre la clôture et l'attribution du marché peut varier en fonction de nombreux facteurs, incluant les délais d'approbation, la disponibilité de ressources et les négociations de contrats eux-mêmes. Et je veux quand même souligner, souvent, on va nous demander quand est-ce que ça sera attribué, quand est-ce qu'on va prendre la décision. Mais on doit affirmer qu'on tente de réduire le temps, mais parfois, ça ne relève pas de notre contrôle. Mais on n'a pas de problème à ce que vous nous consultiez pour nous demander si on avait une date de butoir anticipée. En ce qui a trait aux négociations des contrats, si vous avez déjà participé à de telles négociations dans le passé, vous êtes au courant qu'il y en a qui sont fort brèves, alors qu'à d'autres occasions, ça nécessite beaucoup plus de temps, selon la complexité ou bien l'aspect juridique là, qui est inclus. Et aussi dans les secteurs de négociation qui se prêtent à cette négociation. Pour l'échéancier, la durée écoulée, on veut être bref, mais parfois, il y a certains retards.
Alors, le débriefage aux fournisseurs, j'en ai déjà parlé lors de la discussion du panel une fois qu'on a attribué aux soumissionnaires qui a été retenu. Ceux qui n'ont pas été reçus, peuvent demander un débriefage. Il y en a qui ne sont pas au courant que c'est disponible, mais ce processus a pour but de proposer des informations consultives qui pourra les mettre à profit pour les futures prestations de marché. Entretenir un dialogue visant les erreurs ou les omissions. Souvent, les soumissionnaires ne demandent pas de faire appel à ce débriefage, mais il y en a plusieurs qui en profitent et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de succès qui en sont découlés. Et je rappelle à ceux qui ont vu un contrat qui leur a été attribué, selon la notation, peut-être, et en façon d'améliorer leur prestation dans leur proposition à l'avenir. Et pour terminer, je vous encourage à visiter le RPANB pour consulter nos appels d'offres, nos demandes propositives. Si vous n'êtes pas trop au courant, n'hésitez pas à nous consulter à notre bureau d'aide. Et dans le groupe de Nicole est entouré de personnes ressources. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça ne nécessite pas une expérience pour trop poussée avant de pouvoir déposer une proposition. Lisez bien le RPANB pour vraiment bien saisir quelles sont les exigences. Assurez-vous de signer votre soumission et envoyez-la avant la date de clôture. Et là, alors, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a aucune pénalité. On doit faire preuve de transparence et on a un devoir d'équité. Il ne faut pas faire des suppositions, des hypothèses. SNB, GNB vous encourage à visiter le site du RPANB afin de prendre connaissance des possibilités futures. J'espère que ça vous a été utile. Je pourrais continuer à vous entretenir de ce processus des DP et demandes de proposition et toutes nos expériences dans le passé dans notre domaine, mais ça met fin à l'aspect didactique de mon exposé, mais j'accueille vraiment vos questions et je suis ici pour vraiment y répondre. Lancez-moi le défi afin de vraiment peaufiner vos prochaines soumissions. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette vraiment bonne présentation sur la demande de proposition. Chaque fois que je vous entends nous en parler, c'est fort stimulant et j'en retire toujours des nouveautés. On a le temps d'accueillir des questions. N'hésitez pas, profitez du chat. Ma première question, Elisabeth, qui vous est adressée, ça vient d'un fournisseur, je crois. Nous sommes fournisseurs depuis un bout de temps, mais il y a des ministères qui demandent une variété de produits qui apparaissent dans l'offre. Combien est-ce qu'on devrait offrir dans notre soumission afin de connaître du succès dans l'attribution? Merci, Nicole. Et je dois connaître un peu le contexte, d'où vient ça. Essentiellement, on lance un appel de proposition souvent avec une demande particulière et spécifique. C'est du point de vue peut-être de risque ou peut-être une exigence technique et qu'on doit absolument utiliser un tel produit. Mais d'ordre général, souvent, on va aussi offrir une équivalence à l'intérieur de l'offre même qui vous offre un peu de flexibilité afin que vous puissiez soumission avec d'autres produits. S'il n'y a pas des gens qui pensent qu'il y a seulement une seule de produits qu'on va considérer lorsqu'on ajoute cette équivalence, mais soyez fort attentifs. Si on dit la marque
X et son équivalent, et on va vous énumérer des exigences. On veut quand même que vous preniez votre produit et vous l'évaluez selon les exigences pertinentes. Il faut vraiment le démontrer. Plutôt que se concentrer quels sont les produits, quels sont les modèles et les marques de commerce qu'on doit sur lesquels on soumissionne, c'est plutôt d'évaluer les produits avec les exigences techniques du produit ou son équivalence qui sont appliquées. J'espère que ça vous satisfait. Merci Elisabeth. Je crois que moi, je pourrais vous demander un point de clarification. Est-ce que vous parlez vous avez déjà rempli la demande de proposition là, et que vous voulez ajouter un produit, peut-être un autre point de vue, peut-être c'est ce qu'on vise, est-ce que vous voulez en traiter? Oui, merci. Pour l'extrapoler un peu, là, si vous me permettez, j'ai déjà mentionné que dans certaines instances, il y a des contrats qui, c'est plutôt comme une panoplie de biens et on peut en ajouter des produits au contrat. Même si cette disposition existe, on peut nous communiquer avec nous au service numérique par le biais de l'approvisionnement stratégique, voir si on peut ajouter un produit ou un service à ce regroupement de biens qui était déjà mentionné, mais le genre d'approvisionnement spécifié sur une liste et ce que vous proposez lorsque vous déposez votre proposition, souvent on va vous permettre d'ajouter des articles, plutôt s'il y a d'autres articles, d'autres catégories au sein du contrat même. Merci de cet éclaircissement aussi. On attend encore des questions de l'auditoire. On en a parlé au début, des différents genres de demandes de proposition. Comment est-ce qu'on choisit lorsqu'on veut se soumettre à un processus concurrentiel? J'adore la question. Alors, moi, j'apprécie, moi, je suis vraiment axée là-dessus. J'apprécie beaucoup cet exercice. On peut accorder beaucoup de temps à nos clients, en discuter si c'est un point assez sensible, c'est un approvisionnement tout à fait particulier. On fait un exercice de remue-ménage avec nos clients pour discuter des exigences elles-mêmes. On va d'habitude au contrat type A-B, mais on a les deux autres méthodes qui nous sont offertes, un peu plus flexibles dans notre trousse à outils, à savoir ce dont ils ont besoin, nos clients. Parfois, c'était un peu plus large, c'est un énoncé quand même assez problématique qu'ils veulent vraiment cerner, c'est pas clair. On ne sait pas s'il y a 5 solutions offertes à eux ou est-ce qu'il y a plusieurs fournisseurs qui pourraient réagir. Mais peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait au courant des exigences de cette demande de proposition, mais ils ne sont pas trop avisés de la commodité même du bien lui-même, ou peut-être qu'il y a plusieurs plans là, à cet approvisionnement qui n'est pas aussi simple qu'énumérer toute une liste d'exigences et avoir une réaction. Je dirais plutôt qu'on profite des contrats ou du modèle AB lorsqu'on sait exactement ce qu'on veut acheter, lorsqu'on est certain des exigences. Le client a beaucoup d'expérience dans le domaine là, et que les exigences sont assez confirmées. Voilà où souvent que ce gabarit AB ou cette méthode est utilisée, mais celle de négociation, là, surtout celle qu'on dit classer et passer au suivant, lorsque vous connaissez les exigences techniques, mais aussi vous aimeriez un peu plus de souplesse lors des négociations à cette étape, vous pouvez vous écarter en partie. Mais l'élément est toujours là, le concept sous-jacent est encore présent, ça vous donne un peu, mais l'autre qui est MOF, là, la négociation simultanée, là, celle du dialogue qui est utilisée dans des situations plus compliquées ou complexes où ce n'est pas clair et net et simple. Souvent, c'est des
transformation d'entreprise, des projets, peut-être en technologie de l'information, où c'est fort complexe. Ensuite, lorsqu'on se réunit, on veut parler de la proposition et les documents de sollicitation, ce serait très utile aussi. Vous avez tendance à ne pas tout connaître les questions d'avance de ce qui est exigé et ça ajoute cette occasion de dialoguer. Alors, quelques questions qui viennent du chat. C'est toujours visant le débriefage, même si on vous a attribué le contrat. Là. Suite. Est-ce qu'on peut toujours faire la demande de ce débrécheur? Merci, Nicole. Oui, vous pouvez en faire la demande. Et bien qu'on se concentre plutôt à dire à ceux qui n'ont pas réussi de demander cette session de débriefage. Moi, je préfère aussi ajouter, envoyer le message même à ceux qui ont eu l'attribution, qui ont connu du succès. Il ne faut pas présumer avec une note minimale d'exiger ces 70 et moi, j'ai obtenu 66. Peut-être que je n'ai pas vraiment besoin de demander ce débriefage. J'ai tout simplement traversé la ligne d'arrivée, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant là, de la note, mais vous devriez peut-être vous entretenir avec nous. On veut vous discuter de cette soumission avec vous. Peut-être qu'on peut vous soutenir à renforcer vos compétences. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre. Vous avez peut-être oublié ou négligé un aspect, mais vous avez été noté un peu plus élevé qu'un autre soumissionnaire. Moi, j'apprécie le fait que même ceux qui ont connu du succès, qui veulent un peu de débranchage afin d'avoir matière à réflexion pour s'améliorer à l'avenir. Alors, il y a toujours l'occasion de s'améliorer. Prochaine question du chat. C'est une excellente question. Dans cette demande de proposition, pas nécessairement du RFANB, il y a des terminologies génériques, là, pas spécifiquement visant la demande. Est-ce qu'on peut préciser ces exigences vraiment pertinentes à une demande de proposition en particulier? Je crois qu'on est au courant là, du contexte même. Peut-être dans une session particulière, on devrait en discuter, mais s'il y a des thèmes génériques, là, et c'est assez clair et net, et vous pourriez en profiter si vous pouviez poser des questions. À la lecture, vous avez l'impression que vous avez déjà lu ça, c'était tout d'ordre général, peut-être qu'une façon d'interpréter d'un autre point de vue, dans le contexte d'une demande de proposition, il faut poser la question. Encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose de plus qui se cache sous sa question. Je pourrais peut-être étoffer ma réponse, mais encore, j'insiste, souvent, on profite de certaines, les antécédents de votre entreprise et les références de cette entreprise en question. Mais s'il y a des questions qui se rapportent spécifiquement, même dans ce champ de la portée, là, l'application, le domaine, il est important de poser des questions. N'hésitez pas. Ensuite, la première question traitait, Elisabeth, des produits ajoutés sur l'appel d'offres. Là, c'était clair. Et dans un appel d'offres, lorsqu'on nous demande n'est pas trop énuméré, sans parler d'équivalence non plus, si on a un appel d'offres ABC, mais la province veut acheter d'autres produits, qui n'apparaissent pas à l'appel d'offres. Merci, Nicole, c'est encore plus clair. Lorsqu'on a cette période ouverte de sollicitation, on va obtenir des questions des fournisseurs qui, essentiellement, nous posent la question d'évaluer au préalable, là, comme préqualification, que ça ne fait pas partie là, de l'appel d'offres, mais qui n'ont pas été identifiés. Vous toujours poser la question, mais ça nous permet aussi de passer en revue les exigences qui avaient été énumérées afin d'avoir la souplesse là, vis-à-vis le produit même, ou ça peut être aussi simple, vu les besoins techniques et les risques afférents, on n'est pas en position d'ouvrir à d'autres produits pour l'instant. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il est toujours important de continuer le dialogue
avec le ministère, afin de peut-être qu'à l'avenir, on pourrait considérer un tel produit un peu plus tard. Peut-être c'est la question du temps et du risque dont on doit prendre le temps pour... Il y a une question de transformation avant de pouvoir accueillir un tel produit. Peut-être que ce sera encore bénéfique à nos yeux. Peut-être qu'on peut se dire, bien, on a besoin de plus de temps afin d'être ouvert à ce changement potentiel. Et je vous rappelle, posez vos questions, mentionnez le produit et vérifions si on peut réagir. Souvent, on va dire qu'on n'évalue pas des produits en tant que tels avant la fin de l'appel d'offres, la soumission, mais c'est toujours bon de savoir si on pouvait améliorer le document en tant que tel, l'appel d'offres. Continuez à nous fournir vos questions, tout le monde. On parle de l'évaluation multi-étapes. Pensez-vous que des bons fournisseurs sont éliminés un peu trop vite, alors qu'il y en a qui ont l'impression qu'il y avait eu une bonne chance? Pouvez-vous répéter encore, lors de la méthode d'évaluation en plusieurs étapes, pensez-vous que des bons fournisseurs pouvaient être éliminés trop rapidement? C'est-à-dire, s'ils ne conforment pas à une exigence, il y a une façon de réagir. Si le soumissionnaire pensait qu'il y avait quand même bon espoir, à vrai dire, je pense que je peux être assez claire en répondant. Je sais que tous les fournisseurs qui sont disqualifiés là, et rejetés, ça peut être lors de l'étape, plusieurs étapes ou une seule étape avec en vertu de la note minimale. Tous ceux qui n'ont pas connu de succès, il y en a qui sont quand même de très bons candidats. Et souvent, c'est qu'ils ont négligé un aspect dans leur réponse. Il y a un oubli. Quelque chose qui n'était pas expliqué assez clairement. Souvent, c'est des contextes forts, personnels, lorsqu'on fait le débrissage et qu'on doit lui dire à ce fournisseur qu'il n'avait pas assez précisé, c'était pas assez en détail. On a vraiment des bons soumissionnaires qui, pour quelque raison que ce soit, sont trop occupés, affairés, qui ont mal interprété, ils ont négligé de poser une question. Et malheureusement, nous, on est au courant que ces fournisseurs peuvent nous fournir le service bel et bien, mais malheureusement, on doit les évaluer selon la grille. Toujours à rimer avec le document de sollicitation. Et vraiment, les cas, je sais qu'il y a des fournisseurs qui sont bons et même excellents et que c'est difficile dans de tels contextes quand ça se produit. On doit dire qu'on n'a pas eu la réponse qui était absolument indispensable sur le document. Voilà pourquoi vous devriez vous demander cette session de débriefage. Et vous voulez savoir pourquoi on ne vous a pas retenu. Encore une question de débriefage. C'est vraiment populaire, ça, ce thème. Est-ce qu'on devrait en faire la demande sur ceux qui sont des contrats FlexTrack? De quoi s'agit-il? La première réponse serait oui. Vous devriez toujours faire appel à ces débriefages. Mon personnel va dire, oui, on va être fort occupés, mais ils sont tellement importants et vous devriez vraiment les exiger pour les FlexTrack. De quoi s'agit-il? C'est un service fourni par une tierce partie, un autre prestataire de service pour le travail contingent, surtout dans le domaine la technologie de l'information, des personnes ressources qui sont appelées à travailler au gouvernement pour offrir un service ponctuel et spécifique, livrable, qui ne sont pas reliés à un projet global. On peut être à recherche d'un gestionnaire de projet, un analyste ou un gestionnaire du changement, des gens en particulier plutôt qu'une équipe dans son ensemble. Je crois que certaines personnes sont d'avis
que ce genre de contrat n'a pas un mécanisme disponible pour le débriefage, mais on en fait vraiment et on serait ouvert à le faire. Si vous n'étiez pas au courant de ces flex tracks et vous n'en aviez pas fait appel, mais n'hésitez pas à en exiger un débriefage. Merci Isabelle. Là, maintenant, on parle de l'approvisionnement du point de vue alimentaire. Cette demande de proposition sera structurée, est-ce que c'est AB ou MAC, MOF? Alors là, on me met à l'épreuve là sur mon aspect créativité. Alors, il y a certains types, ça peut être un appel de demande de proposition ou typiquement, on pourrait en émettre un pour n'importe quel produit ou service avec la question de tenir en tête d'évaluer le produit lui-même, l'aliment lui-même. On pourrait avoir un aspect qui nous permettrait de tenir compte du quelle est la teneur nutritive dans ce produit. Est-ce que c'était de faible teneur en gras ou choses du genre? On va avoir des précisions. L'appel du fournisseur, celui le transformateur, comme la question de transport, quelles sont les conditions sanitaires de cette entreprise qui met en marché le produit et aussi l'information de la société elle-même, l'aspect de le format flexible comparé au AB, ça dépendrait du genre d'aliment qu'on veut offrir et la nature du marché lui-même. Si on est rigide vraiment dans nos exigences, un peu plus souple. Si vous me posez la question, là, si je pense à tout est ouvert là, dans la demande de proposition, ça, je suis très généreuse, mais on doit tenir compte qu'un mélange de l'évaluation du produit ainsi que l'évaluation de l'entreprise elle-même. Merci, Elisabeth. Prochaine question. Encore une question de votre créativité qui est mise à l'épreuve. Qu'est-ce qu'une petite entreprise peut faire pour être plus en concurrence vis-à-vis ceux qui sont chevronnés lorsque des agences offrent un pourcentage lors d'une soumission, là, ils n'ont que quelques employés, ils doivent dire qu'il y en a seulement quelques-uns. Quand est-ce que ces petites entreprises ou ces nouvelles entreprises peuvent faire pour être en concurrence avec les plus grandes entreprises qui ont déjà établi? C'est une vraiment bonne question. Je vous répondrai. Tout d'abord, il s'agit plus des gens. Les gens qui travaillent chez vous, la qualité, l'expérience de votre main-d'œuvre chez vous, l'expérience même de votre entreprise, on doit pondérer selon l'entreprise aussi, mais ce qu'on fait, l'approvisionnement stratégique, on encourage nos clients de mettre un peu moins de points sur les antécédents de l'entreprise, combien d'années vous existez, depuis combien de temps vous existez, combien vous avez de travailleurs chez vous, on met moins d'accent là-dessus, mais les exigences minimales sont quand même fixées. C'est le genre de personnes qui travaillent au sein de votre équipe. Et si j'étais fournisseur, c'est ce que je m'encouragerais à agir ainsi. Mettez l'accent sur vos ressources qui seront affectées à un tel projet. Et c'est ce qu'on constate auprès des entreprises, c'est qu'ils vont mettre sur pied une équipe de ressources afin d'avoir le succès dans leur soumission. Ensuite, ils vont peut-être mettre des substitutions. Alors, on n'aura pas les gens des hauts cadres là, qui vont donner suite. Alors, je vous lance le défi aux plus petites entreprises. Tout d'abord, ne vous considérez pas comme étant moins apte, moins compétent comparé aux grandes entreprises. Et je dirais la même chose à tout le monde, aux grandes et petites entreprises. Il faut se concentrer sur la qualité que vous allez avoir au sein de votre équipe.
Il s'agit des gens que vous allez signaler dans la proposition et c'est eux qui vont donner suite et qui vont offrir le service ou le bien au gouvernement. Prochaine question, à qui est-ce qu'on s'adresse pour ces appels d'offres ouverts ou une fois qu'ils sont déjà attribués, à qui on s'adresse? Foncièrement, tous appels d'offres qui sortent, on a identifié cela sur le document de l'appel d'offres et on sait que c'est un spécialiste senior des catégories. On va l'identifier sur la première page du document de soumission. Alors, il y a toujours un document qui est affiché et au haut de ce document, il y a deux mots ou vers le fin ou le milieu de la page, il y a un non-contact pour l'émission du document. Alors, il y a le nom de la personne et le département pour lequel il travaille, la section pour laquelle il travaille. Et habituellement, il y a une adresse générique où vous pouvez poser des questions sur les processus d'achat. Est-ce que vous pouvez contacter le spécialiste ou encore l'achat stratégique comme tel? Merci. Et pour ceux qui se posent la question sur l'adresse courriel, nbon@gnb.ca, et ce sera affiché sur la plupart de nos documentations. Vous devriez pouvoir le trouver facilement. Prochaine question, j'ai rencontré des enjeux, mais je ne pouvais pas trouver une compagnie d'installation locale. Alors, j'ai demandé pour les usagers quelle compagnie ils prennent. Les réponses que j'ai eues, on n'endosse pas une compagnie si vous avez-vous une liste de compagnies approuvées. La réponse qu'ils ont reçue du client, c'est qu'on n'endosse pas. Alors, je ne serais pas surprise qu'un client vous dirait cela parce qu'ils essayent très fort de rester indépendants du processus d'achat. On leur dit qu'on gère le processus comme tel. C'est censé être ouvert, juste et transparent. Et donc, ce que je dirais, c'est que nous n'avons pas une liste ouverte de ces acheteurs-là, mais on encourage que les fournisseurs de services vont être partenaires dans certains biens ou services. Alors, on vous encourage à soumettre vos propositions et c'est important que si vous avez ces questions, de les poser à l'avance. Il se peut qu'on ne puisse pas vous dire pendant qu'un appel d'offres est encore ouvert qu'on peut qualifier un fournisseur, que ça a l'air comme si quelque chose qu'on fait comme partie de l'évaluation de la soumission. Mais ne supposez pas parce qu'un ministère vous l'a dit ou vous renvoyer à quelqu'un d'autre. C'est très souvent le cas qu'elle préfère que achat stratégique se charge de tout le dossier et on attend à ce que le processus soit terminé pour l'appel d'offres. Prochaine question. Et je peux dire que les gens écoutent. Donc, si de raconter toute l'histoire est important, un sommaire exécutif inclus dans la réponse d'une demande. Et parfois, on peut avoir une valeur à jouer dans les sommaires exécutifs. Est-ce qu'ils sont pris en considération? J'aime bien cette question. Le sommaire exécutif, beaucoup de compagnies vont ajouter un sommaire exécutif. On ne demande pas souvent, on va demander des antécédents de la compagnie ou du fournisseur et ça rime à la même chose. Mais si on demande pour une telle section, il n'y a pas de section spécifique où on met une pondération directe là-dessus, là. Mais si on met une exigence, disons que vous suggériez une méthodologie et que vous n'avez pas parlé à cela dans votre section de méthodologie, mais il y avait un paragraphe dans votre sommaire exécutif qui s'y adressait, on le considérerait comme information
que vous nous avez fourni dans cette section, bien qu'on le voulait vraiment dans la section où vous étiez censé l'insérer, on est très juste que si le contenu est en quelque part dans votre proposition, qu'on peut trouver ce contenu et on va vous donner considération pour cela. Je pense que nous sommes très justes à ce sujet. Mais il y a une deuxième partie de la question. Qu'est-ce qu'est la valeur ajoutée? Oui. La valeur est un sujet très chaud dans l'industrie, valeur ajoutée. Quant à la valeur ajoutée, c'est très diversifié et il n'y a pas de limite quant à l'interprétation de ce que valeur ajoutée veut dire. Lorsque le gouvernement donne une section de valeur ajoutée dans une demande de proposition, on s'y penche pour quelque chose de très spécifique et quantifiable comme opportunité ou gain qui n'est pas, il n'y a pas de coût financier pour nous, mais que ça atteint un gain valable pour nous. Parfois, les proposeurs vont dire qu'ils pourraient penser à ce que, comme étant une valeur ajoutée, mais ce n'est pas en réalité une valeur ajoutée pour la province. Et ça peut créer une discussion gênante, mais la valeur ajoutée, à notre avis, c'est lorsqu'on vous demande de proposer quelque chose qui ne coûte rien de plus au gouvernement, mais qui fournit de la valeur à la province. C'est très souvent ce que je recommande à nos clients, c'est d'identifier quel domaine, quel genre de valeur ajoutée on pourrait suggérer afin de donner à nos proposeurs de solutions réponse. Et une dernière question que j'ai dans le chat, un autre appel, on a à peu près 9 minutes de reste, donc si vous avez d'autres questions à soumettre, on vous demande de les ajouter au chat. Prochaine question, une bonne, ce sont tous de bonnes questions. Est-ce qu'une compagnie située à l'extérieur du Nouveau-Brunswick peut compétitionner sur les demandes de proposition? Ce sont toutes de bonnes questions. C'est intéressant d'entendre le genre de questions que les fournisseurs ont. Parce que moi, je vis dans ce monde, alors je suppose que tout le monde comprend certaines choses et ça me permet ce que sont les questions que les gens se posent. Alors, oui, vous pouvez travailler avec, vous avez un service ou un produit que vous voudriez fournir à l'extérieur de la province, on peut vous donner l'occasion. Vous souhaite la bienvenue à n'importe qui dans un marché concurrentiel pour un achat stratégique. Et on a des politiques en place et des habiletés de pouvoir donner préférence à nos fournisseurs locaux. Mais quand on arrive à des seuils, on a une pleine souplesse d'accepter des propositions de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Et il y a certaines denrées que les fournisseurs du Nouveau-Brunswick ne peuvent fournir aussi. Alors, gardez ça en tête. Et bien qu'on dessert en grande partie à des entreprises locales, mais il y a des produits et services qu'on ne peut pas trouver au Nouveau-Brunswick. Et donc, on veut avoir ces fournisseurs et ces propositions de l'extérieur de la province également. Je vais vérifier dans le chat. Et bon, ça a l'air qu'on a épuisé toutes les questions pour aujourd'hui. Je vais poser une dernière question parce que ça, c'est... Quelle est votre équipe préférée? Nicole, merci pour cette question. Je peux répondre à cela très rapidement. Mais rapidement, en termes de, je peux vous dire laquelle que je pourrais discuter éternellement, mais la première méthode, c'est ma méthode de choix. Et la raison que c'est ma méthode de choix, c'est parce qu'il y a de l'innovation derrière cela. Et donc, cette méthode en particulier, de pair avec le rank and run, je suis fier de dire que notre personnel achat stratégique ont introduit ça plus communément depuis 5 ans et maintenant c'est utilisé presque toujours. Et ça me dit qu'on a transformé leur culture à achat pratique stratégique au Nouveau-Brunswick. Et il y a un moment pour des méthodes, mais on ne peut pas ajouter du temps et des complexités à un projet simple.
la meilleure offre est finale. Et on a vu tellement de transformations dans nos systèmes et c'est avec ça, j'espère que ça répond à ta question, Nicole. J'étais tellement curieuse à ce sujet parce qu'on parle des appels d'offres et on est très intéressé dans ce que vous pensiez. J'ai une autre question. Je regrette, je n'ai pas saisi la question. La réponse directe, oui. Nous demandons à les gens de concentrer sur l'exigence du document et de le lire complètement pour s'assurer qu'on le permet, mais plus souvent que non, la majorité des cas le sont. Et ça permet à nos fournisseurs du Nouveau-Brunswick de rester concurrentiels et certains contracteurs vont permettre à des plus grandes compagnies d'être un partenaire avec une entreprise locale. Et il y a des entrepreneurs qui utilisent dans l'achat des produits et la garantie dans leur service également, où on a besoin de nombreuses ressources sur un projet. Donc, la compagnie qui soumissionne comme entité primaire n'a pas assez de personnel pour satisfaire la demande, mais peut établir un partenariat avec une ou deux autres compagnies pour le faire. Alors, rappelez-vous que vous lisez vos documents de soumission très bien parce qu'il y a des critères très explicites quant à nommer des sous-traitants et tous les détails entourant ce sous-traitant. Et très souvent, il y a une clause là-dedans qui dit qu'on réserve le droit d'approuver ou rejeter un sous-traitant de tierce partie basé sur les exigences de l'appel d'offres. Et une partie 2 à cette question, est-ce qu'un sous-traitant du Nouveau-Brunswick pourrait être préféré? C'est une question difficile. Ce n'est pas une question juste. Ma réponse, tout de même, je suis néo-brunswickoise de cœur. J'aime voir les compagnies du Nouveau-Brunswick réussir. Et c'est une question valable, tout de même. Mais juste comme suivi à mes commentaires de la dernière question, je pense que ça donne une grande opportunité pour les fournisseurs du Nouveau-Brunswick d'établir un partenariat avec d'autres fournisseurs du Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs, à être considérés dépendants de la valeur monétaire de l'achat. La préférence est un mot très subjectif. Donc, les achats sous tel seuil et au-dessus du seuil, on ne peut pas le faire, de mettre une préférence sur un fournisseur du Nouveau-Brunswick. D'une perspective personnelle, c'est toujours très bien de voir un fournisseur du Nouveau-Brunswick qui peut être concurrentiel et peut se placer dans ces situations où ils sont accordés les contrats. Mais au-dessus de certains seuils, on doit suivre absolument à la lettre. Bon. C'est tout ce qu'on a dans le chat et on a terminé avec les questions. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, j'aime bien t'entendre parler des appels d'offres. Et alors, merci. C'était très informateur et ceux qui nous surveillent aujourd'hui, vous avez pensé, mes membres du personnel auraient dû participer à ceci. C'est très bon comme information. On va l'afficher cette semaine. Et il y a aussi beaucoup d'informations dans cette présentation PowerPoint et vous pourrez la visionner. La prochaine, ça n'est pas prévu avant 2h45. On va attendre de l'opportunité de Nouveau-Brunswick. Un petit changement, on va commencer à 2h50 pour cela. On reprend à 2h50 pour Opportunité Nouveau-Brunswick. Vous avez là 45 minutes. Saisissez l'occasion pour vous étirer, prendre un café, prendre une pause et prenez avantage du reste de l'exposition.